Bienvenue à tous. D'abord quelques mots sur cette exposition, l'Internationale des visionnaires, et au fond pourquoi j'ai accepté d'en être le commissaire. Dominique Pollard-Ardouin m'a sollicité pour faire cette exposition, un peu à ma surprise je dois dire, et Cérès Franco vient de me dire encore tout à l'heure combien elle avait apprécié une exposition que j'ai faite mais il y a maintenant très longtemps, il y a 25 ans, à Paris, qui s'appelait Magicien de la Terre, et sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Je ne connaissais pas du tout en détail la collection de Cérès Franco. Par contre, je connaissais sa galerie, L'Œil de Bœuf, qui était rue Quincampoix, quartier que je fréquentais puisque j'ai participé dès le départ à l'élaboration du Centre Pompidou dès 1971, avant son ouverture, donc puisqu'il n'a ouvert qu'en 1977, et donc je fréquentais le quartier et j'allais de temps en temps dans cette galerie, qui était une galerie atypique parce qu'il y avait là des artistes qu'on ne connaissait pas, dont on ne savait rien à l'avance, qu'on allait découvrir. Et bon, j'ai toujours, vous allez voir que ça c'est une constante chez moi, j'ai toujours été très curieux. Et donc on y trouvait des artistes surtout qui correspondaient à ce qu'était Paris, et ce qui est toujours Paris, une ville extrêmement cosmopolite, où viennent résider des artistes du monde entier, et on y trouvait beaucoup de ces artistes, souvent, qui fuyaient des régimes policiers, autoritaires, des dictatures. Il y avait là des gens qui venaient d'Europe centrale, d'autres qui venaient d'Amérique du Sud, il y avait des Asiatiques, il y avait vraiment des artistes du monde entier. Et j'étais déjà, j'ai toujours été dans une perspective extrêmement internationale ou internationaliste. Étudiant, j'ai participé au mouvement de 68 et pour moi, un des objectifs essentiels de 68, c'était l'internationalisme, c'était essayer de briser ce qu'était la réalité de l'époque, c'est-à-dire le rideau de fer et cette espèce d'échange constant entre l'Est et l'Ouest, et d'essayer d'aller au-delà de ça. Ça a mis quelques années. Il se trouve d'ailleurs que l'exposition Magicien de la Terre que j'ai faite en 89, ça a été l'année de la chute du mur de Berlin et d'un certain nombre d'ailleurs d'ouvertures du même genre dans le monde. Il y avait donc, comme dit, des artistes dans cette galerie L'Œil de Bœuf qui venaient de tous les coins du monde, mais il y avait aussi mes copains, et c'est ça que j'ai retrouvé d'ailleurs tout récemment, par un grand hasard. Vous voyez ce communiqué sur l'écran, c'était une invitation de la galerie, faite par un ami qui était Jean Roualdès, que je connaissais bien, qui est mort prématurément, et qui avait invité une dizaine d'artistes de l'époque, et il avait fait des autoportraits qu'il montrait à la galerie, vraisemblablement sous forme de film. Je ne sais pas s'ils existent encore, sans doute pas, je ne sais pas où c'est passé. Et il y avait là des artistes dont j'étais très proche, comme Christian Boltanski, Paul Armangette, Jean Legac, Sarkis, qui sont toujours encore des amis aujourd'hui. Et je dois dire que j'ai jamais pu décider de savoir si je me suis tant investi dans l'art contemporain parce que je les ai rencontrés, ou l'inverse, si c'est parce que j'avais cette espèce d'enthousiasme pour la création en moi qui a fait que je devais les rencontrer. Enfin bon, on ne peut pas y répondre, c'est selon qu'on soit déterministe ou pas, on peut donner une réponse à cette question, mais en tous les cas, ça a été forcément extrêmement formateur pour moi d'être très proche de certains de ces artistes et qui m'ont sans doute beaucoup poussé par la suite à faire les expositions que j'ai faites et les différentes activités dans lesquelles j'ai été impliqué.
Ce qui m'intéresse dès le départ, c'est de vous montrer que dans cette liste, il y a ceux que vous connaissez sans doute, les Boltanski, les Legac et les Sarkis, mais il y a à côté, par exemple, Bernard Bourgeot. Sans doute personne d'entre vous ici ne connaît Bernard Bourgeot. Or, c'est quelqu'un dont je suis toujours très proche, qui est un ami. C'est non seulement artiste, mais il se trouve qu'il a fait des études d'histoire de l'art en même temps que moi à l'Institut d'art. Et je suis fasciné parce qu'il a eu une carrière d'artiste et de directeur d'école d'art, et il continue à peindre dans une espèce d'indifférence totale. Il fait des très grandes peintures de plus de 2,50 m de haut, continue à les faire, et quand on le pousse dans ses retranchements pour essayer de comprendre pourquoi il fait ces peintures, à quoi ça correspond, quel sens elles peuvent avoir, eh ben, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse parce que il dit que c'est la vie, c'est tout. C'est une espèce de pulsion, c'est pour lui une nécessité. Et il a fait le tour de tout ça, de toute la question de l'art, et on peut évidemment écrire des bouquins entiers sur le sens de la peinture d'un tel ou un tel. En fin de compte, ce qui compte, c'est ça, c'est cette espèce de pulsion, et qui m'intéresse d'un point de vue anthropologique chez l'être humain. Pourquoi est-ce que l'être humain, à un moment donné, a la nécessité de faire un objet dans lequel il concentre un savoir, une connaissance, des croyances, une foi, tout ce que vous voulez, du religieux, du magique, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, et donc j'ai accepté de faire cette exposition aussi parce que elle comprend beaucoup d'artistes qu'on a oubliés aujourd'hui. J'ai fait un compte, je ne me rappelle plus du compte tout à fait exact, mais je crois qu'il y a 230 œuvres dans l'exposition. Il y a à peu près la moitié d'artistes, il y a environ 135 artistes qui sont représentés. Je n'en connaissais qu'une vingtaine avant d'aborder la collection de Cérès Franco. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était justement de plonger là-dedans, de voir ce qu'ont été ces artistes que Cérès Franco a collectionnés depuis les années 70, et puis de redonner vie à tout ça d'une manière ou d'une autre. L'art contemporain se développe, et l'art depuis on pourrait dire depuis le XVIe siècle en Europe, se développe selon des groupements, des écoles, des ensembles qui sont générés par les acteurs eux-mêmes. Je suis parti sur cette idée de faire un accrochage de la collection de telle manière qu'on passe de ce qu'on voit à ce qu'on voit ensuite, c'est-à-dire une espèce d'enchaînement où chaque œuvre en entraîne une autre et où on passe par une espèce de narration, si on veut bien la suivre. On ne peut ne pas la suivre aussi et simplement regarder les œuvres en soi, mais elles sont regroupées comme ça, comme une espèce d'enchaînement qui serait l'équivalent visuel d'un marabout bout de ficelle, selle de cheval, si vous voulez, quelque chose donc d'assez simple, mais qui correspond au fond à la manière dont nous fonctionnons, et il ne faut pas oublier ça, c'est que la première chose que nous faisons en voyant une œuvre ou une image, c'est de faire fonctionner notre cerveau et par conséquent de la comparer à ce que nous connaissons déjà. Et c'est un petit peu la même chose qu'on fait là, on compare des choses avec d'autres, et c'est aux visiteurs et aux spectateurs de trouver les références adéquates, qu'il ait des références savantes et plein de connaissances sur l'histoire de l'art ou qu'il n'en ait pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui passe dans la tête du spectateur, et non pas moi de donner un espèce de cours magistral en disant voilà ce que c'est que l'art contemporain des années 70-90 ou je ne sais quoi.
je crois, une relativité absolue des cultures et des manières de voir, et tout ça change et évolue. Et c'est la raison pour laquelle on peut regarder des choses qui ont été faites il y a 30 ans et qui sont peut-être oubliées en ce moment, et qui sait si elles ne reviendront pas à la mode dans quelques années. Il y a toujours une histoire de, si vous voulez, si on regarde ce qui s'est passé dans la modernité au XXe siècle, il est très très clair que chaque fois qu'il y a un engouement pour un mouvement artistique, une école d'art à un moment donné, dans la génération juste suivante, ça disparaît parce que la mode change. On pense à autre chose, on voit les choses autrement, il y a une espèce de purgatoire pour ces œuvres, et souvent, ou pas, on ne sait pas, mais souvent elles renaissent après. L'exposition commence par deux œuvres, celle-ci de Pouget qui s'appelle Utopia, parce que l'utopie c'est absolument nécessaire dans l'art, c'est ce avec quoi les artistes se coltinent constamment. Voilà des œuvres de Ronaldo Rego, vous en avez une qui est dans une des petites niches là-haut. Voilà, vous voyez comment il travaille. Sur la gauche, ce sont donc des œuvres faites avec ces fers à béton qui travaillent, et c'est extraordinaire parce qu'avec un matériau aussi pauvre, aussi simple, vraiment complètement industriel, il arrive à en faire des pièces qu'on pourrait quasiment qualifier d'orfèvrerie. Avec une symbolique extrêmement chargée et complexe et très très précise par rapport aux différentes divinités du conte de Nabokov. Et puis sur la droite, une pièce qui est alors fondue, et vous voyez qu'il s'agit d'une divinité qui est en même temps mâle et femelle selon le côté où on la regarde. Et voilà là, à quoi ça ressemblait dans Magicien de la Terre, à la Grande Halle d'Avillette, où il y avait cette cinquantaine d'œuvres de Ronaldo Rego qui étaient présentées. J'ai mis ces deux œuvres au début de l'exposition parce qu'elles sont pour moi emblématiques d'une espèce de manière de penser, l'utopie qui est absolument nécessaire à tous les artistes, de dépasser tous les cadres rationnels, de penser bien au-delà de tout ce qui est notre vie matérielle quotidienne. Je viens tout de suite à Linares, qui est là, voilà, vous l'avez vu, et je pense que donc le squelette appartient à la même famille d'auteurs que sont cette famille des Linares, qui est c'est une sorte de dynastie maintenant sur 3 générations, qui font ces œuvres absolument extraordinaires en papier mâché. Ici, vous avez toutes sortes de diables absolument incroyables et qui étaient présentés dans l'exposition Magicien de la Terre. On pense à ces espèces de démons absolument invraisemblables, d'une puissance de couleurs incroyable qu'on trouve dans les tableaux de Grunewald, par exemple, et qu'ils ont restitués là. Je reviens un petit peu en arrière, voilà, et il y avait d'autres artistes que j'ai connus dans l'exposition, dans la collection, donc, et c'est par exemple Chahibia, une artiste marocaine, autodidacte. Alors, je reviendrai un petit peu après sur la question des artistes autodidactes, parce qu'on a souvent parlé à propos de la collection de Cérès Franco d'art brut. Il y a quelques œuvres qui relèvent de ça, mais je vais en parler un petit peu tout à l'heure. C'est une catégorie que je remets en question, parce que, encore une fois, cette espèce de fascination pour les catégorie m'ennuie un petit peu. Et c'est vrai que j'ai rencontré Chahibia et que la difficulté pour des gens comme nous, quand on allait voir des artistes de ce genre-là, c'était qu'elle n'avait évidemment pas un grand discours. La difficulté quand on rencontrait des artistes de ce type-là, autodidactes, c'était que leur discours sur l'art, sur ce qu'elles faisaient, sur leur pratique, était
extrêmement sommaire, elle n'avait pas grand-chose à raconter. Et ça, c'est ce qui a troublé tellement de mes collègues, c'est qu'on est tellement habitué au discours sur l'art, et Dieu sait si certains artistes, je dirais, ont fait toute leur carrière là-dessus, parce que ce sont de beaux parleurs, et on peut s'interroger quelquefois sur la qualité de l'œuvre, mais on ne s'interroge plus parce qu'ils sont de tellement beaux parleurs et tellement charmeurs et tellement habiles dans le discours. Et ces gens-là avaient peu de choses à dire, et pourtant, on avait là une artiste qui avait un sens de la couleur absolument extraordinaire. Alors il y a des œuvres plus ou moins fortes et plus ou moins intéressantes dans son œuvre, mais elle a fasciné un certain nombre de gens à Paris, et elle a eu d'ailleurs un moment où elle était assez connue, on parlait un petit peu moins d'elle, et il y a eu des phénomènes comme ça au Maroc, avec aussi ce qu'on a appelé la peinture d'Essaouira. Ça reste un peu un mystère, parce que tout d'un coup, on voit apparaître une demi-douzaine, une dizaine de peintres autour d'Essaouira. Bon, il y avait un galeriste à Essaouira. Bon, s'il n'y avait pas eu le galeriste, est-ce qu'on n'aurait jamais entendu parler de ces gens-là? On ne sait rien. Mais enfin, il se trouve qu'il y avait un galeriste. Je vais vous raconter d'ailleurs l'anecdote de l'un d'entre eux, qui n'est pas ici, qui va à sa banque, à Essaouira, un paysan vraiment de la région, et puis il voit une sculpture. Il y avait une sculpture qui était exposée dans la banque. Et ça le fascine, il regarde ça de très près, il se dit qu'au fond, il pourrait faire quelque chose un peu du même genre. Et donc il fait une sculpture, et il va à la banque avec sa sculpture, en disant, voilà, j'ai vu que vous aviez une sculpture, peut-être vous seriez intéressé par la mienne. Alors évidemment, le banquier se marre, enfin, dit, bon, non, mais on est une banque, on n'est pas... Mais il dit, mais au fond, vous pourriez la montrer à un monsieur qui a une boutique un petit peu plus loin, qui s'appelle Damgarde, et qui, lui, s'intéresse aux artistes, et peut-être ça l'intéresserait. Et donc, il apporte sa sculpture chez Damgarde, et là, Damgarde, évidemment, lui dit, bah oui, faites-en d'autres, etc. Puis il lui montre des choses, et il lui montre des bouquins, et il lui montre des œuvres reproduites dans les livres, et c'est comme ça qu'il y a une demi-douzaine, au moins, d'artistes qui naissent à Essaouira et qui sont complètement fascinants. Ce qui m'intéressait en particulier, c'était la question de l'ambiguïté de l'image. Ils avaient un certain nombre de ces artistes, alors allez savoir pourquoi, moi je n'ai pas pu creuser suffisamment pour aller comprendre quelles étaient leurs références culturelles qui pouvaient les amener à ça, mais vous voyez très aisément qu'il y a une espèce de capacité à passer d'une forme à une autre, à faire en sorte que les formes s'interpénètrent et qu'il y ait une ambiguïté de l'image. Ce phénomène m'a tellement intéressé que j'ai fait à un moment donné une exposition qui s'appelait « Une image peut en cacher une autre » au Grand Palais, et qui montrait que ce phénomène existe dans toutes les cultures, ou enfin dans un très grand nombre de cultures, et qu'il y a plein d'artistes qui sont fascinés par ce phénomène incroyable qu'une forme peut dire une chose, mais en dire une autre en même temps, et qu'il y a une ambiguïté et qu'on peut jouer par conséquent sur l'ambiguïté du sens et sur les ambivalences que tout ça peut générer. Vous voyez ici que, bon, il y a évidemment ce visage, mais qui est accosté par deux... Vous voyez ma flèche là ? Oui, qui est accosté par deux espèces de reptiles, mais en dessous il y a un autre visage qui se trouve ici, avec un grand nez, deux yeux, mais qui est formé en même temps par deux animaux qui sont là, et puis le tout est accosté par deux autres visages d'espèces de monstres qui sont à droite et à gauche, et le tout est sous-tendu par des formes de différentes couleurs, mais qui sont à chaque fois encore un animal,
cheval, une espèce de bestiole absolument incroyable, plus ou moins monstrueuse. Et vous avez le même phénomène qu'on connaît bien chez Matisse, si vous voulez, c'est que vous pouvez il suffit que vous focalisiez sur une couleur, vous voyez une forme, vous focalisez sur la couleur d'à côté, vous en voyez une autre, et à chaque fois vous voyez autre chose. Vous voyez en plus qu'ici il y a une espèce de forme étrange avec 5 doigts qui est vraisemblablement un pied. Enfin, on peut continuer l'interprétation très très loin dans ce genre de choses. L'autre artiste que j'ai connu aussi, qui est Tabal, qui continue à travailler, qui est d'ailleurs un noir africain, donc descendant d'une famille d'esclaves sans doute, et même chose, vous voyez ici que les 2 yeux sont faits par ces 2 petits personnages avec des nimbes derrière eux, mais que le visage lui-même est fait par 2 animaux plus ou moins monstrueux, et que là il y a une espèce de tête de lapin avec des grandes oreilles. Enfin, vous voyez, on peut décrypter ça à l'envi, et on a une espèce de multiplicité de formes qui vous emmène dans un monde complètement de rêve et de fantasmagorie absolument incroyable. Et donc ça, ce sont des choses qui m'intéressent énormément pour les mettre en relation, parce qu'on trouve des équivalents dans la peinture de la Renaissance et chez les grands peintres, enfin chez Dürer et chez d'autres. Évidemment traité d'une manière un petit peu plus sophistiquée, mais c'est du même ressort, et ce sont les mêmes ressorts de création qu'on trouve chez ces artistes. Alors là, j'aimerais vous dire un mot au passage d'un artiste qui n'est pas du tout dans la collection de Cérès Franco, mais qui pour moi a été très important, et pour vous expliquer aussi un petit peu comment il y a des distorsions, je dirais, dans l'art, dans la création, dans l'art contemporain, par rapport à des œuvres qui sont quelquefois formidables et qui ne sont pas reconnues. Farid Belkaya est un artiste marocain qui, comme un certain nombre de gens de sa génération, juste après la guerre, est parti dans une école d'art à Prague, a ensuite été à Paris, en contact au début des années 60 avec ce qu'il y avait de meilleur dans l'avant-garde parisienne. Il était copain avec César, avec un certain nombre de ces artistes-là. Et au lieu de continuer une carrière qu'il aurait très bien pu faire à Paris ou en Italie, parce qu'il avait des contacts un petit peu partout, il retourne au Maroc et il ouvre une école d'art, au contraire, à Casablanca, pour essayer d'instaurer ce qu'il pensait être un art moderne, un art contemporain, mais ancré dans la tradition marocaine, ancré dans la région. Ce n'est pas qu'il s'intéressait que à l'art marocain traditionnel, mais il s'intéressait aussi à toutes sortes, à l'art des Touaregs. Il est allé en Mauritanie, il a collectionné toutes sortes d'objets, et il a inventé une forme de peinture qu'on peut dire complètement rattaché à cette tradition, et en même temps complètement moderne. On a souvent parlé de l'influence de Paul Klee sur ses œuvres, c'est pas inexact, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il part de l'idée que, enfin là c'est moi qui rajoute évidemment cette interprétation, la fameuse phrase le médium et le message, n'est-ce pas ? Et le médium et le message, ça veut dire que l'art, c'est la peinture, et la peinture, c'est un rectangle de toile sur un châssis. Bon. Et il se pose la question de se dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il reprend toute cette question à la base, et il se dit, pourquoi ne pas peindre sur un matériau qui soit beaucoup plus ancré dans la tradition marocaine, et il se met à utiliser des peaux d'agneau, c'est-à-dire du parchemin,
peau d'agneau évidemment tannée parchemin, et puis il se dit qu'il ne va pas peindre par-dessus, parce que peindre, ça veut dire mettre une espèce de couche dessus dont on ne sait pas si l'adhérence est extrêmement bonne, si ça va tenir très longtemps, etc. Et il part sur l'idée d'utiliser des teintures, c'est-à-dire uniquement des teintures qui imprègnent le parchemin, la peau d'agneau, dans la matière elle-même, dans son épaisseur. Il arrive donc à un registre de couleurs plutôt étroit. Vous voyez un petit peu ce que ça donne ici. Ce sont des bruns, des rouges, des noirs, etc.